Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première série d'émissions consacrée au Stormcast Eternal. Les Stormcast Eternal sont la première armée qui a été mise en valeur par Game Workshop pour présenter Age of Sigmar. C'est-à-dire qu'ils seront la vitrine commerciale et historique sur laquelle va reposer toute la construction de ce nouveau jeu. Pourquoi avoir créé de toutes pièces une nouvelle armée, avec une nouvelle histoire, avec un nouveau concept de figurine? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que cette armée permet d'illustrer physiquement, exactement dans son concept de gameplay, le concept de gameplay général de Age of Sigmar. Et secondement, dans un point de vue davantage mercantile, dans la vidéo précédente concernant les raisons que j'ai analysées et identifiées du souhait de Game Workshop de passer de Warhammer Battle à Age of Sigmar, eh bien, j'ai notamment spécifié que Warhammer 40 000 faisait un bien meilleur chiffre d'affaires à l'époque que Warhammer Battle. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ce chiffre d'affaires, les joueurs historiques ne seront pas étonnés de savoir que dans Warhammer 40 000, ce sont les Space Marines qui produisent la très grande majorité de ce chiffre d'affaires, qui est d'un rapport de 70-30% pour le reste des autres armées, ou même parfois certains mois, certaines années, en fonction des sorties, jusqu'à 80-20%. Donc, c'est vrai que, assez cyniquement, on remarque que les Stormcast ont un physique, des attributs, un esthétisme qui est très proche de celui des Space Marines de Warhammer 40 000. Est-ce que c'est une raison pour les dénigrer? Peut-être. Personnellement, je n'ai jamais été fan de l'esthétisme des Space Marines, éventuellement celui des Black Templars, et encore, alors que j'apprécie vraiment l'esthétisme des Stormcast. J'aime le côté lourd de l'armure métallisée, quelque chose que on retrouvait pas ou peu chez les Space Marines. Je ne vais pas digresser davantage sur Warhammer 40 000, là n'est pas la question. C'est juste pour expliquer en quelques mots les choix de la création des Stormcast Eternal. N'importe quel joueur ayant l'œil un peu ouvert s'en était rendu compte. Alors, en quoi les Stormcast sont-ils l'armée qui représente Age of Sigmar en termes de gameplay? Eh bien, c'est une armée qui comporte un grand nombre de personnages dès sa conception, et également, c'est une armée qui a de base des scores très très forts en termes de caractéristiques et d'armement. L'idée, c'est d'avoir des unités avec un faible nombre de figurines, entre 3, 5 et 10 maximum. Alors, forcément, dans Age of Sigmar, on va avoir des armées qui vont avoir des unités avec beaucoup plus de figurines. Tu vas pas avoir des unités de 10 gobelins, forcément on perd le principe. Non. L'idée que représentent les Stormcast et ces unités avec un faible nombre de figurines, c'est de convaincre les joueurs par la pratique qu'il est possible d'avoir des parties épiques avec un faible nombre de figurines. Cela n'empêche pas d'avoir des armées avec beaucoup de figurines. Je vais commencer par vous présenter forcément les troupes de ligne, les troupes de base, si je puis me permettre, sachant que je vais axer toute ma réflexion au cours de cette vidéo et de celles à venir dans la vision des parties équilibrées, des parties à points. C'est pas que je rejette le principe des parties libres ou scénarisées, tout simplement parce que les parties libres, je me souviens déjà à l'époque quand on essayait d'en faire au niveau de Warhammer Battle, c'était juste une excuse pour foutre n'importe quoi sur le champ de bataille, et même lorsque Games propose un environnement de parties libres dans ces rapports de bataille, il finit systématiquement par dire en fait de toute manière c'est un peu équilibré. Donc de toute façon les parties libres c'est quoi? C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de restriction dans le minimum de troupes à foutre sur la table ou le nombre de héros. Voilà, mais tout ce qui compte au bout d'un moment c'est quand même d'avoir des parties équilibrées en termes de rapport de force. Bon, donc de toute façon c'est dans ce cadre-là que je vais m'exprimer et que je vais faire mon analyse. Donc la première troupe de base des Stormcast, c'est les Liberators. C'est ceux qui font la couverture de l'actuel livre d'armée, et c'est d'ailleurs la figurine qui est la plus facilement accessible et la plus facilement collectionnable dans tout le hobby. Déjà que de base, les Stormcast sont clairement une armée avantageuse en termes d'accessibilité à l'achat. Ils ont beaucoup plus de figurines dans des boîtes Start Collecting, Easy to Build, dans les grosses boîtes à 130 € qui vont cumuler une seule armée ou même un combo de différentes armées. Il y aura très souvent un combo Stormcast Empire, ou Free People si vous voulez, un combo Stormcast Elf, un combo Stormcast affrontement avec Nurgle, ou un combo Stormcast affrontement avec Khorne. Voilà, donc c'est vraiment
Là où dans Warhammer Battle, c'était l'Empire qui était le socle, le centre de référencement de l'affrontement contre le chaos, maintenant c'est les Stormcast. Et c'est pas plus mal. D'ailleurs, on va commencer par s'intéresser à l'esthétisme, au concept de cette unité de base que sont les Libérators, en les prenant en compte par rapport à ce qu'est le chaos depuis très longtemps. À l'époque, donc, de Warhammer Battle, c'était l'Empire qui était la ressource militaire de base pour faire front commun face au chaos. La troupe de base du chaos, c'est le guerrier du chaos. Et c'est donc un mec en armure lourde, avec une arme de base et un bouclier, ou deux armes de base, ou une arme lourde. À l'époque, en face, on avait donc en équivalence historique, je veux dire en équivalence culturelle, l'épéiste. On sait bien que l'épéiste, ça valait pas grand-chose, ou le lancier si vous voulez, mais en général, on parle du fameux épéiste de l'Empire, avec son épée et son bouclier. Forcément, on sait très bien que les joueurs de l'Empire, pour avoir quelque chose de viable, ils comptaient pas sur son unité d'épéiste. Il fallait qu'il ait la cavalerie des Reiksguard et les canons. C'était certainement pas son unité d'épéiste qui faisait le centre de son armée. Alors que une armée de guerriers du chaos, enfin un régiment de guerriers du chaos, de toute façon, eh bien, on la regardait à deux fois et on faisait attention à quel type d'unité on allait envoyer dedans. L'idée, c'est de considérer les Stormcast, et en l'occurrence les Libérators, comme étant le concept d'affrontement équilibré avec ces guerriers du chaos. Donc dorénavant, si les guerriers du chaos sont en armure lourde, on va avoir une troupe de base qui est également en armure lourde. Si les guerriers du chaos ont différentes combinaisons d'armement, eh bien les Libérators auront également différentes combinaisons d'armement, armes de base plus bouclier, deux armes de base ou armes lourdes. Enfin, si les guerriers du chaos eh bien, sont énervés avec des têtes de mort et des cornes, eh bien, les Stormcast seront stoïques avec des symboles solaires et les symboles de Sigmar. Donc voilà, ça c'est le concept initial esthétique de ce qu'est le Libérator. Maintenant, intéressons-nous un tout petit peu, même intéressons-nous carrément à ces caractéristiques, parce que c'est vraiment ça qui nous importe. Donc je vais faire afficher les caractéristiques ici, là, pour que vous les ayez en pleine surface, et que ce soit plus clair pour vous. Alors, les Libérators sont une troupe de ligne, ça veut dire que dans une armée de base à 2000 points, il en faut au minimum 3. Alors, il ne faut pas au minimum 3 Libérators, enfin 3 unités de Libérators, il faut au minimum 3 unités de type ligne. Vous verrez qu'il y a d'autres disponibilités dans l'armée des Stormcast, mais elles sont soumises à conditions. Donc les Libérators sont la troupe de ligne de base, c'est vraiment le rempart esthétique et culturel de base des Stormcast. Donc qu'est-ce qu'on constate dans leurs caractéristiques de base? Donc un mouvement de 5, on sait que dans Age of Sigmar, le mouvement de base moyen pour toutes les armées, ce sera 5. Que forcément, les unités ou les armées qui auront un mouvement de 4 auront un léger désavantage et qu'on va plus facilement avoir des unités qui vont avoir 6, 7 mouvements, alors que c'était quelque chose qui était beaucoup plus rare à l'époque, qui était même parfois réduit aux mauvaises troupes de cavalerie à l'époque de Warhammer Battle. Là, voilà, on sait que Age of Sigmar, c'est un jeu où les troupes se déplacent vite, où les confrontations et les capacités de déplacement et de réactivité sur le terrain sont facilitées. Voilà, donc on a une troupe de base qui va se déplacer au même rythme que toutes les autres troupes, normalement, que sur le terrain. Ensuite, une save à 4+. On sait que dans Age of Sigmar, les armures n'ont pas l'impact que ça avait à l'époque de Warhammer Battle. Je vais arrêter de systématiquement comparer à Warhammer Battle, mais là c'est la première troupe qu'on analyse. Vous verrez que par la suite, notamment lorsqu'on va analyser les troupes de base des autres armées, j'aurai tendance à les comparer aux Libérators, en termes d'équilibrage tout simplement. Donc une sauvegarde à 4+. Dans Age of Sigmar, une sauvegarde à 4+, c'est plutôt pas mal, surtout pour des troupes de base. Vous allez vous rendre compte très rapidement que dans les autres armées, les troupes de base, les troupes de ligne, elles ont plutôt du 5+ ou du 6+ d'armure, quand vous avez la chance d'en avoir une. L'intérêt déjà de base d'avoir une armure, c'est que elle peut être améliorée ou qu'il y a toujours systématiquement un jet qui peut être fait dessus. Vous verrez que même si ce que je viens de dire peut paraître obscur, à force de parler des règles, de gameplay, etc., vous vous souviendrez de ce que je viens de dire à propos du simple fait d'avoir un score d'armure ou par exemple de ne pas avoir de score du tout dans une caractéristique. Donc 4+, c'est pas mal, ça fait 50% de chance de échapper entre guillemets à la perte de points de vie. Et si jamais on tombe sur une arme qui a un rend de -1, donc un malus de -1 à la sauvegarde d'armure, ça fait toujours 5+.
bon, ça, voilà, ça fait 20% de chance de réussir sa sauvegarde, ce qui est, c'est vrai, beaucoup moins bien, mais c'est toujours ça. Ça sera toujours supérieur que la majorité des autres troupes de base. Ensuite, bravoure de 6. Là, c'est le petit point qui fait un peu grincer les dents. Une bravoure de 6, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, pourquoi c'est pas beaucoup? Dans Age of Sigmar, après les combats, on a ce qu'on appelle la phase de déroute. La phase de déroute, il s'agit donc de considérer toutes les troupes qui ont été tuées depuis le début du tour, donc par la magie, par le tir et au corps à corps. Donc, à la phase de déroute, pour toutes les unités qui ont perdu des troupes, on lance un D6. D6 auquel on ajoute le nombre de troupes décédées, le nombre de figurines perdues pour l'unité depuis le début du tour. Si ce nombre est supérieur au score de bravoure de l'unité, eh bien la différence est perdue en figurines supplémentaires. Et ce sont des pertes définitives, peu importe ce qu'on imagine derrière, qu'elles fuient le champ de bataille, qu'elles se sont fait piétiner, ou n'importe, peu importe, ce sont des pertes définitives. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que les libérateurs ont 6 de bravoure, et ça veut dire qu'il suffit qu'ils perdent une figurine pour potentiellement perdre au moins une autre figurine. C'est-à-dire que si tu fais un 6, enfin pas au moins une autre, pour perdre une autre figurine tout simplement. C'est-à-dire que si tu lances ton dé et que tu fais un 6, plus une figurine perdue, boum, ça fait 7. Donc t'en perds une autre. Alors déjà que l'unité de base des libérateurs fait 5 figurines, et ben c'est gênant. C'est gênant, on perd, il n'y a pas de zone tampon. Donc on était à 5 de base, on avait perdu une, donc on était à 4. Et là maintenant, boum, on en perd une autre parce qu'on n'a pas eu de bol. Là où il fallait pas faire un 6, on a fait un 6. Voilà, donc en un tour, on a perdu malgré nous une figurine, et parce qu'on est un manche dans nos jetés de dés, c'est pas de ta faute, c'est les statistiques, blablabla. C'est le hasard, t'as lancé un dé. Bref, il te reste 3 figurines dans ton unité, et au début du tour t'en avais 5, et il y en a une que t'as perdue, c'est même pas l'adversaire qui l'a tué. Donc c'est vrai que si les libérateurs, ils avaient un petit 7 en bravoure, on serait content. Après, bon bah c'est une troupe de base. Alors après, cette condition n'est pas définitive. La présence du général d'armée ou de certaines aptitudes de commandement de vos personnages peuvent permettre de protéger définitivement pour le tour votre unité de la phase de déroute ou de lui conférer un bonus de bravoure temporaire. Sinon, vous pouvez faire le choix d'augmenter la taille de l'unité, car par tranche de 10 figurines, eh bien, l'unité gagne 1 point de bravoure. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un bon choix. Je m'explique. 5 figurines de Liberator coûtent 100 points. Pour pouvoir donc augmenter ce bonus, c'est-à-dire avoir 10 figurines, passer à 200 points, donc ça coûte 200 points, eh bien, de toute façon, ça sert à rien, puisque le bonus n'est pris en compte qu'au moment de la phase de déroute. Donc, de toute manière, arrivé à la phase de déroute, vous avez déjà perdu au moins une figurine. Donc vous avez plus 10 figurines, vous en avez 9, donc vous n'avez déjà plus le bonus. Donc ça veut dire qu'en fait, pour avoir un petit 7 en bravoure, il faut aligner une unité de 15 libérateurs, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas intéressant. C'est-à-dire que déjà, ça fait une troupe de base à 300 points. Dans une partie à 2000 points, bon bah moi j'ai pas envie d'aligner une troupe de base à 300 points, c'est beaucoup. Et pour gagner un petit 7, enfin un petit 1 point en bravoure, eh bien je vais me passer de l'intérêt d'avoir 2 champions, et également je vais me retrouver avec une grosse unité que je vais avoir du mal à rendre réactive, à pouvoir déplacer facilement sur le champ de bataille, parce que je vais avoir 15 figurines ensemble avec des gros socles. Les Stormcast Eternal sont sur des socles de 32 mm. Donc quand tu affrontes des armées qui ont eux des socles de base de 24 mm, eh ben, je peux te dire que 15 bonhommes sur des socles de 24 mm et 15 bonhommes sur des socles de 32 mm, ça bouge pas pareil sur le champ de bataille. Quand tu dois slalomer entre les arbres et les maisons, surtout si t'en as une qui est croulante et puis l'autre qui est maudite, bah, t'es content que ton socle ou que ton armée, ton unité soit en nombre réduit pour pouvoir les faire passer facilement. Donc, de mon conseil, de mon point de vue, une unité de Liberator, c'est 5 figurines, et à moins de jouer des parties à 8000 points, mais je préfère aligner 3 unités de Liberator à 3 fois 5 figurines, que de constituer des gros groupes de 15
ou de 20 figurines. Sachant que de toute façon, donc les libérateurs sont conditionnés de cette manière-là. J'aurais peut-être dû commencer une explication par ça. Les libérateurs sont donc une unité de 5 figurines de base, coûtant 100 points, et chaque tranche de 5 figurines supplémentaires coûte 100 points jusqu'à un maximum de 20 figurines par unité. Donc, voilà ce qu'on a à dire sur la bravoure. C'est pas super. On a une unité, les libérateurs sont là pour être entre guillemets le front qui peut servir à la fois pour tanker et puis pour rentrer au corps à corps. C'est une unité de base, quoi. Toutes les armées quasiment de Stormcast en ont. On verra les conditions après, comment on peut passer à côté. Maintenant, 2 points de vie. 2 points de vie, c'est la norme chez les Stormcast. Toutes les troupes ont 2 points de vie. Combiné au fait d'avoir 4+ de sauvegarde, ça en fait une troupe qui est particulièrement résistante. Ils ont peu de bravoure, par contre, déjà, il faut réussir à les tomber. Maintenant, on va voir l'armement et les aptitudes qui leur sont éventuellement liées. Le Stormcast Eternal, enfin, le Liberator, est une troupe de base et qui, pour exprimer ce qu'est Age of Sigmar, c'est une troupe de base qui est polyvalente. Elle doit donc être capable d'avoir les 2 rôles de base, le tanking et dealer du damage. Oh putain, je viens de faire un anglicisme, une francisation de l'expression, c'était moche. Donc, les libérateurs ont le choix entre 2 armements de base, ce qu'ils appellent donc le Warhammer ou le Warblade, donc je vais parler en français, ils ont le marteau à une main ou l'épée à une main. Le marteau à une main et l'épée à une main fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que c'est une attaque au corps à corps, le libérateur a 2 attaques de base, 4+, 3+ pour frapper avec un marteau, 3+, 4+ pour frapper avec une épée. Voilà, donc c'est plus facile de toucher avec une épée, mais c'est plus facile de blesser avec un marteau. C'est à vous de voir dans votre gameplay comment vous vous situez. Personnellement, je préfère mettre l'option sur l'épée, d'ailleurs je trouve que c'est plus esthétique, mais si Games met en valeur énormément la conception du marteau pour cette armée, et la majorité des troupes, surtout en Easy to Build, que vous allez récupérer chez les Libérators, ils seront naturellement équipés du marteau. Donc ce sont des armes de base, donc forcément elles n'imposent pas de malus à l'armure, et elles n'infligent qu'un point de dégâts. On a donc 2 armes qui sont intéressantes, le grand marteau, la grande épée. Ce sont donc ce qu'on appelle communément des armes lourdes, des armes à 2 mains. Ces armes, on ne peut en compter qu'une seule par tranche de 5 figurines, et elles ont à proprement parler les mêmes caractéristiques que leur équivalent à une main, sauf qu'elles imposent un malus de -1 à la sauvegarde d'armure et un impact de 2 points de vie. Maintenant, on va voir l'un des premiers petits défauts du marketing de Game Workshop. Games nous propose déjà de base des unités en général uniquement constituées du même type d'armement. Donc en général, quand ils nous montrent des unités, elles sont toutes avec marteau et bouclier, alors que la règle ne nous empêche pas de mélanger dans notre même unité l'armement. Donc, ce que ne dit pas Games, ce que ne configure pas Games physiquement dans les photos et dans les représentations habituelles des Libérators, mais que ce soit les Libérators ou toutes les unités en général dans Age of Sigmar, c'est que, en fait, les règles ne sont pas systématiquement restrictives, et surtout en ce qui concerne les allocations d'armement pour les figurines dans une même unité. C'est-à-dire que les Libérators, en fait, l'expression c'est certaines unités sont armées de paires de marteaux de guerre, d'autres de paires de lames de guerre, d'autres unités vont au combat armées d'un marteau, etc. Ce qui me gêne là, c'est que ils utilisent le terme unité. Et après, ils vont dire une figurine sur 5 peut être armée à la place d'un grand marteau, et quand on écrit des règles, il faut être vraiment très spécifique sur les termes qu'on utilise. C'est-à-dire que une unité, c'est le groupement fonctionnel dans le gameplay de plusieurs figurines qui vont ensemble et qui répondent aux mêmes règles et aux mêmes aptitudes. Là, quand on parle de certaines unités qui sont armées d'une certaine manière, moi j'en déduis qu'en fait, toutes les figurines sont équipées de la même manière. Sauf que, par la suite, vous allez constater que les aptitudes qu'on va lire
eh bien, ne sont pas aussi catégoriques. Et dans les autres unités à venir chez les Stormcast, on va voir qu'en fait ce n'est pas aussi catégorique. Et on va voir également dans les autres armées que cela n'est pas catégorique et qu'au contraire, il est même encouragé de faire varier les armements dans une même unité. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça casse la cohérence du groupe. Écoutez, la cohérence du groupe, vous la créez par d'autres manières. Déjà avec le schéma de couleurs que vous allez choisir, c'est très très simple. Il suffit d'ailleurs de légèrement varier les différents schémas de couleurs d'une unité à une autre pour que vous puissiez avoir une unité qui est armée différemment en termes de figurines, mais qui a quand même une cohérence parce que les figurines ont un schéma de couleurs qui n'est pas retrouvable à côté. Ce petit côté justement Space Marines fait que vous pouvez toutes vos Stormcast peuvent avoir une armure identique, mais chaque unité, pour les différencier, ont un couleur d'épaulette qui est spécifique à cette unité. Voilà, ceux-là, ils auront les épaulettes bleues, les épaulettes rouges, les épaulettes vertes, et voilà. Donc la cohérence, c'est vous qui la créez, de toute façon. Il y a d'autres manières, ou bien rajouter des petits effets, des petits bitoniaux que vous collez dessus. Voilà, faites un petit peu de conversion. Je vais pas dire plus de choses dans le vent. On aime tous le modélisme, c'est en majorité pour ça qu'on joue à ce genre de jeu. L'autre truc que ne montre pas Games dans ses photos et dans ses rapports de bataille, etc., c'est le conditionnement des unités. Les Liberators n'ont pas d'état-major à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de musiciens et ils n'ont pas de porte-étendard. Donc c'est dommage, c'est vrai qu'avec leur bravoure de 6, on aimerait bien qu'ils aient un porte-étendard. Bon ils en ont pas. Tout ce qu'ils ont, c'est un champion, qui s'appelle le Prime. Le Prime effectue 3 attaques au lieu de 2. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux capitaliser sur la puissance du Prime, c'est à lui que j'attribue l'arme lourde. Dans mon unité de 5 figurines, l'arme lourde, je la donne au Prime. Sauf qu'en fait, Games, dans Age of Sigmar, ne montre cela jamais. Jamais, dans aucune unité, dans aucune armée. Vous verrez le champion avec son fameux bonus, que ce soit plus une attaque, ou plus... En général, c'est plus une attaque, ou plus une chance pour toucher. Plus 1 au résultat du dé pour toucher. Dans les cas où c'est intéressant, justement, jamais, l'armement ne sera équipé sur le champion. À chaque fois que vous allez voir un conditionnement de figurines en photo, ce sera sur un autre Pélos à côté, et le champion, il aura l'armement conventionnel du reste de l'unité. Donc, par la suite, quelles sont les autres aptitudes des Liberators? Et c'est là que c'est intéressant. Qu'en est-il si on équipe une paire d'armes au lieu d'avoir épée-bouclier? Donc la paire d'armes permet aux joueurs de relancer les jets de touche qui ont donné un score de 1. On sait que dans Age of Sigmar, le nouveau concept pour pouvoir donner des bonus, c'est le fameux relancer de score de 1. Dans la version 2016 du livre du manuel du général, vous trouverez à la page, je crois, 106, la fameuse règle des 3-1. Enfin, je vous les rappelle rapidement. La première règle, c'est qu'un sort dans chaque tour ne peut être lancé qu'une seule fois, à moins qu'il n'en ait été défini autrement. La seconde règle, c'est qu'un 1, un score obtenu de 1 est systématiquement un échec, et ce score est pris en compte avant les bonus de jet. C'est-à-dire qu'imaginons, ton champion, son bonus en tant que champion, c'est d'avoir un plus 1 pour toucher. T'as lancé ton dé, t'as fait un 1, c'est un échec, c'est pas un 2. D'où l'intérêt de pouvoir relancer les 1. Voilà, d'où l'intérêt de ce genre de petites règles, pouvoir relancer les 1. La troisième règle sur les 3-1, la troisième règle, c'est que tous les jets, toutes les aptitudes, tous les bonus, toutes les compétences qui permettent en fait, dans certaines conditions, de relancer des attaques ou des actions, cette condition ne peut être faite qu'une seule fois. Si imaginons, vous avez l'aptitude qui fait que si vous avez fait des 6 pour toucher, vous pouvez immédiatement attaquer à nouveau. Si cette nouvelle attaque fait un 6, vous ne réattaquez pas une troisième fois. La condition obtenue, ça ne fonctionne qu'une seule nouvelle attaque. Par attaque, si vous avez 2 attaques de base et vous faites 2-6, vous lancez deux nouvelles attaques. Mais vous m'avez compris, si vous faites à nouveau 2-6, vous ne réattaquez pas une troisième fois. Donc la règle sur la paire d'armes pour les Liberators, il est spécifiquement marqué. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les figurines
armé de plus d'un marteau de guerre ou d'une épée de guerre. Enfin, d'une épée, c'est là marqué, c'est l'âme de guerre. Mais oui. Donc là, c'est spécifiquement indiqué que c'est pour les figurines qui sont équipées de cette manière-là. Donc c'est logique, puisque de toute façon, si une unité ne peut être équipée que d'une seule et même manière, entre guillemets, j'ai pas besoin de le spécifier, puisque de toute façon, l'unité est équipée d'une seule et même manière. C'est intéressant de le spécifier, uniquement si dans mon unité, je peux avoir d'autres types d'armements, sachant que de toute manière, on sait très bien que celui qui est de prime abord, ce qui est l'autre armement disponible, c'est l'arme lourde. Donc l'arme lourde, de toute façon, c'est une arme à deux mains, donc il peut pas relancer ses jets, de toute façon. Donc pourquoi spécifier ça? Alors, on va directement à la troisième aptitude, j'en ai sauté une, mais on vient là enfin après. Le bouclier de Sigmarite. Alors, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 de cette unité si des figurines de l'unité portent des boucliers de Sigmarite. Et là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, la règle s'applique pour toute l'unité. Je vous la relis, la règle. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1, donc ce sont normalement des échecs, pour cette unité, donc de cette unité, si des figurines, c'est-à-dire au moins 2 figurines, de l'unité, portent des boucliers. Là, c'est très clair. On rentre en conflit avec le concept initial dans la description de l'unité qui parlait uniquement d'idée d'unité. Et là, on différencie très clairement figurine et unité dans la règle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas marqué comme pour la paire d'armes. La paire d'armes, c'est les figurines qui sont équipées d'une paire d'armes peuvent bénéficier du bonus. Uniquement elles. Là, c'est bien marqué que c'est l'unité qui bénéficie du bonus. Donc, soit les mecs, quand ils écrivent les trucs, eh ben, ils se rendent pas compte, et puis ils écrivent un petit peu à la volée, soit c'est vraiment voulu, on est d'accord. Et ce qui est gênant, c'est que dans les règles similaires des autres unités, c'est-à-dire après je vais vous parler des prosecutors, eh ben la même règle, elle est encore écrite différemment. Et je vous ai fait un vlog sur les unités nommées, le vlog je l'ai appelé les unités de renom. Eh bien, dedans, il y a dans l'unité nommée des Libérators, Steelhearts, je crois, donc des Stormcast, il y a une figurine dont la règle est très précisément celle-là. Tant que cette figurine est vivante, c'est la figurine qui porte un bouclier, qui a un physique féminin, et bien tant que cette figurine est vivante, le bonus du bouclier est appliqué à toute l'unité. Donc moi ce que j'en déduis, c'est que tant que j'ai au moins 2 figurines dans mon unité qui ont des boucliers, et ben les 3 autres bénéficient du bonus. Ce qui fait qu'en fait moi si je suis un tout petit peu, si je veux retrouver ce côté, justement c'est l'essence même de la polyvalence qui est souhaitée dans les unités d'Age of Sigmar, et ben j'ai mis mon arme lourde sur mon champion, donc voilà pour optimiser vraiment l'impact et le potentiel de destruction. J'ai 2 figurines qui ont une paire d'armes, et j'ai 2 figurines qui ont un bouclier. Et je m'organise pour que mes figurines qui ont bouclier, elles soient légèrement en retrait, ou elles soient en contact avec le moins d'adversaires possible, pour bénéficier le plus longtemps possible du bonus de sauvegarde. Et je le répète, cette configuration n'est jamais montrée, que ce soit dans les rapports de bataille ou en photo. Alors vous me direz, oui, écoute, on est assez grand pour lire les règles. Oui, mais ce qui est gênant, c'était que c'était déjà le fonctionnement à l'époque de Warhammer Battle, c'est-à-dire on est assez grand pour lire les règles, et c'est pour ça également qu'il y a tellement de FAQ et tellement de règles qui font la même chose, mais qui sont d'unité à l'autre écrites différemment, que dans les FAQ, Games contredit ses propres règles. C'est-à-dire que quand tout d'un coup tu as une question que je qualifierais de question un petit peu... Non, j'allais être insultant, j'allais dire une question à la con, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, c'est con ce que je veux dire, il faut vraiment lire le truc. Il faut vraiment se dire, je lis et puis je m'interroge un tout petit peu ce qui est dedans, et mine de rien, on lit, on a compris une première fois, et puis peut-être qu'on a mal compris en fait, mais on le sait pas, mais c'est qu'en fait, on passe à autre chose, il y a tellement de choses à lire, que de toute façon on a lu une fois, après on va lire la suite, est-ce qu'on avait compris le truc du début? Bah ouais, mais est-ce qu'on avait bien compris? Et puis du coup, quand on est en situation en partie, là, la personne qui est en face de toi, elle avait compris différemment. Bah du coup, on pose une question, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on lit le truc, mais on est deux à l'interpréter différemment? Je sais que j'en ai déjà parlé dans un vlog qui est consacré à la magie, mais j'en reparle ici. Et je vais sans doute en reparler à nouveau, parce qu'en fait, c'est un truc qui m'a fortement agacé, parce que c'était quelque chose qu'on retrouvait déjà à l'époque de Warhammer Battle, et en fait, ça m'agace de me dire, putain, les mecs... Là, je m'adresse concrètement aux gars de Games. Vous avez créé un nouveau jeu, from scratch, vous avez tout repris. Les règles, les figurines, le gameplay, etc. C'était justement pour construire un jeu
avec des règles sans ambiguïté, ou d'une aptitude à une autre, ce soit clair, et là, ce soit toujours les mêmes termes, le même sens. Ce qui est gênant, c'est qu'on se retrouve avec des questions, en fait, qui sont exactement les questions où les réponses sont là. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que Games répond à côté de la plaque. Si vous voulez, un jour je prendrai les FAQ et puis je dirai bah là la réponse est la bonne, là la réponse n'est pas la bonne, là la réponse est la bonne, là la réponse n'est pas la bonne. L'exemple typique, celui que j'ai déjà donné, parce que c'est celui que j'ai en tête qui m'a le plus choqué en fait. Il y en a d'autres qui m'ont marqué, mais c'est celle que j'ai vraiment en tête. La question c'est, si j'ai un bonus de plus 2 pour une action, comme imaginons un bonus de plus 2 pour réussir une sauvegarde d'armure, eh bien, si j'ai une sauvegarde de base de 3+, est-ce que ma sauvegarde est automatiquement réussie? Réponse du gars de Games, la réponse de la FAQ, oui. Et bah non, ça entre en conflit direct avec la seconde règle des 3-1. Vous devez faire votre jet, le 1 est un échec automatique, à part s'il y a une relance, mais le 1 est un échec automatique, et cet échec est pris en compte avant les modificateurs et les bonus sur les scores de jet. Donc, si vous avez un plus 2 en sauvegarde, vous devez de toute manière lancer votre dé. Si vous faites un 1, vous avez foiré. Votre plus 2, j'ai envie de dire, il est intéressant uniquement si vous avez peur de rencontrer des unités qui vont faire des malus d'armure de moins 2. Mais j'ai envie de dire, si vous avez normalement le score de base d'armure pour tous les personnages, c'est, à part ceux qui n'ont pas de bol, genre les sylvanettes et tout ça, les gobelins, mais en moyenne, le score d'armure de base pour les personnages, c'est 3+. Donc, c'est pas très intéressant de leur ajouter un plus 2 en sauvegarde d'armure. Un plus 1, d'accord, mais de toute façon, vous ne passerez pas à côté du fait qu'il faille lancer les dés. Donc voilà. Je suis parti très loin dans mes trucs, je me suis éloigné des Liberators, mais si éventuellement vous vous demandiez l'intérêt de suivre quelqu'un qui ne fait que pointer du doigt ce que sont les caractéristiques des unités, ben peut-être que là vous y trouvez un intérêt. Je vais justement interroger sur le fonctionnement systématique de chaque aptitude, en essayant de me répéter le moins possible, mais je me connais, je me répète souvent. Dernière aptitude des Liberators, renverser les tyrans. Voilà, si l'adversaire a au moins 5 points de vie, eh bien les Liberators en combat. De toute façon, il marque phase de combat, mais c'est bien qu'il le marque parce que justement ça permet de différencier les choses. Mais de toute façon, les Liberators n'ont pas d'attaque à distance, donc leur intervention est forcément dans la phase de combat. Donc, alors, les Liberators bénéficient d'un plus 1 sur le jet de touche pour les figurines. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que Games, ils ont un petit peu envie qu'on joue au marteau, quoi. Parce que le marteau, c'est 4+ pour toucher, 3+ pour blesser. Donc, l'ambidextrie, le bonus, il est sur pour toucher. Là, on affronte des grosses créatures qui ont 5 points de vie, le bonus, il est pour toucher. Alors, moi, j'ai pas envie que mes mecs ressemblent à des charpentiers, j'étais pas fan de la figurine de Valten, donc les miens, ils ont des épées. Bon, pardon, c'est la mauvaise foi de base, hein. Vous jouez avec ce que vous voulez. C'est vrai que, effectivement, en termes d'équilibrage, jouer avec des marteaux, c'est un peu mieux, mais ne vous forcez pas à jouer marteau si vous préférez l'esthétique des épées. Moi, je joue épée parce que je joue d'abord pour jouer des figurines qui me plaisent esthétiquement sur le plateau. Et voilà. Est-ce que j'ai fait le tour des Liberators? Peut-être pas. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir dessus quand il s'agira de parler de synergie et de possibles stratégies. Qu'est-ce qu'on peut dire des Liberators? Pour conclure, c'est une unité qui est résistante et qui a un potentiel de polyvalence sur le champ de bataille qui est vraiment intéressant. Déjà de base, ces scores save de 4+, et 2 points de vie, c'est résistant. Si en plus vous foutez donc 2 boucliers, je pense qu'il faut vraiment permettre de jouer l'attaque sur le reste des trucs. Ce n'est pas une unité qui va avoir un impact destructeur sur le champ de bataille. Mais c'est une unité qui va pouvoir encaisser des coups, à distance ou au corps à corps. C'est une unité qui peut, si vous décidez de tous les mettre avec l'ambidextrie, eh bien, qui pourra se permettre de nettoyer les troupes très nombreuses avec peu de points de vie et peu d'armure. Après, c'est un choix, dans la mesure où on joue dans Age of Sigmar, eh bien, on peut cibler les figurines beaucoup plus facilement que le fonctionnement qui était à l'époque de Warhammer Battle. Eh bien, est-ce que vous mettez l'arme lourde sur le champion au risque de, eh ben, du coup, perdre les deux d'un coup si le champion meurt? Moi je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur l'efficacité et l'impact de l'arme, donc 3 attaques au lieu de 2 sur l'arme lourde, c'est vraiment, c'est win-win. Hop là, petit errata,
forcément, quand je m'exprime sur les libérateurs et sur les différentes configurations d'unités possibles, eh bien, je théorise sur ce que moi je trouverais cohérent et souhaitable dans le fonctionnement de cette unité, notamment par rapport à ce que propose Games pour les autres armées et également pour les unités à venir, comme on voit chez les Sacro-Saintes, la prochaine chambre des Stormcast Eternal. Donc forcément, la première information à prendre en compte dans le fonctionnement d'une unité de Liberator, et comme pour toutes les unités en général, c'est le petit encart description. Et le petit encart description des Liberators est très clair. Une unité de Liberator se compose de 5 figurines ou plus. Certaines unités sont armées de paires de marteaux de guerre, d'autres de paires de lames de guerre, d'autres unités vont au combat armées d'un marteau de guerre ou d'un bouclier, ou d'une épée et d'un bouclier. Dans tous les cas, une figurine sur 5 peut être armée d'un grand marteau ou d'une grande lame. Je l'ai déjà lu, mais je le répète, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on parle bien d'unité et que l'unité doit être équipée pour toutes les figurines de la même manière, et avec la variation d'une arme sur 5, dans le principe d'une arme à deux mains. Lorsque je parle effectivement du fonctionnement des boucliers, en disant que ce serait bien si on pouvait avoir juste 2 boucliers et faire bénéficier le bonus pour les 3 autres figurines, actuellement ce n'est pas le fonctionnement qui est souhaité par Games. Lorsque je dis que les configurations de photos ne montrent jamais cette possibilité, c'est qu'en fait elle n'est pas possible. Par contre, effectivement, à chaque fois que je pointe du doigt dans les règles le fonctionnement « Ah mais pourquoi là on parle de figurines et là on parle d'unité ?» c'est effectivement pour dire que le bonus des boucliers s'applique au porteur de l'arme à deux mains, alors que le bonus de l'ambidextrie, de la paire d'armes et de la relance des 1 pour toucher ne s'applique pas au porteur de l'arme à deux mains. Ce qui me paraît normal. Par contre, le principe du bouclier qui, entre guillemets, a un effet cumulatoire, imaginons façon spartiate, avec ceux qui ont les boucliers en première lance et ceux qui sont en attaque derrière avec leur lance dans un autre angle et qui profitent de la protection du bouclier que devant. Donc voilà, ce petit errata est là pour reprendre mon explication précédente sur les Liberators où je n'ai pas été très clair sur le fonctionnement même de la mise en place des figurines. Ce que je reproche par contre, effectivement, c'est à Games de toujours montrer les mêmes figurines, les mêmes formations d'unités, alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus qui sont disponibles, notamment le fait de se poser la question, est-ce que je mets mon arme spéciale sur mon champion ou pas ? Vous allez voir que pour certaines unités, il ne faut pas mettre l'arme spéciale sur le champion, notamment parce que le champion ayant un bonus sur une de ses compétences, certaines armes spéciales n'ont pas de statistiques à proprement parler et ne fonctionnent uniquement que sur des aptitudes. Donc le bonus sur les compétences ne peut pas être pris en compte sur une arme dont le fonctionnement n'est que sur une aptitude, sans score. Voilà, j'en ai assez dit, je vous laisse retourner à cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de vos impressions dans les commentaires et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.